Loïc Signor, bonjour. Bonjour Christophe Barbier. Bienvenue, merci d'être là. Ça y est, elle est arrivée, la lettre d'Emmanuel Macron au chef de parti après les rencontres de Saint-Denis. Un compte rendu ligne à ligne de ce qui s'est dit et puis des ouvertures, 6 pages de résumé. Et après, qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'on a la lettre ? Alors vous allez le découvrir, il y a des rendez-vous, il y a un agenda, des promesses aussi de concrétisation, des échanges qui ont eu lieu le 30 août à Saint-Denis. Je crois qu'il fallait, et pardonnez-moi cette expression, battre le fer tant qu'il était chaud pour éviter le procès en gadgetisation. On nous a dit c'est un coup de politique, un coup de com', un coup d'épée dans l'eau. Emmanuel Macron, greffier pour l'occasion, parce qu'il n'avait pas de conseiller et il n'avait personne autour de lui. T'as pas été enregistré, il a pris des notes. Un échange direct et franc avec les chefs de l'opposition, permet aujourd'hui avec cette lettre à ces mêmes chefs d'opposition de faire des propositions, d'amender cette lettre d'ici dimanche, je crois. Et ensuite, nous verrons la transformation concrète de ces promesses. Alors par exemple, dès octobre, il y aura cette fameuse conférence sur les bas salaires. Oui, cette conférence qui, je crois, est attendue par les chefs de l'opposition, mais également par les partenaires sociaux. Et c'est la première ministre qui ouvrira cette conférence sociale avec les partenaires sociaux pour trouver des solutions à ce qui se situe en dessous des minima sociaux. Parce qu'on voit que le SMIC a augmenté. C'est la loi en lien avec l'inflation. Il y a des branches qui échappent. Les branches n'ont pas joué le jeu sur les très bas salaires. Il faut trouver une solution parce que, comme on l'entend et comme on le voit à la télévision chaque jour, c'est très difficile aujourd'hui de boucler les fins de mois et surtout même d'acheter les biens de première nécessité au supermarché pour ces personnes notamment. Alors le président propose aussi que la loi de planification écologique, que le grand plan de planification soit présenté devant ses chefs de parti. Vous vous mettez dans l'idée de co-rédiger les lois maintenant avec l'opposition ? C'est pas une co-rédaction, c'est pas une co-construction sur la planification écologique. C'est une demande des partis politiques depuis 2017. Associez-nous aux décisions et essayez de nous mettre aussi au parfum, si je puis dire. Avant que ça soit dans les médias. De ce que vous allez décider, qu'on puisse, au-delà des caricatures, faire des propositions alternatives. C'est d'ailleurs l'objet de ces rencontres de Saint-Denis. Essayons de travailler ensemble. Sur la planification écologique, il en revient à la Première ministre de détailler les contours, au président de la République de présider cette grande conférence écologique, mais aux partis politiques de s'y associer. Et notamment, et je pense à Marine Tondelier, qui regrettait à Saint-Denis, la patronne des Verts, de ne pas parler écologie. Attendons encore quelques jours, quelques semaines, et elle sera associée bien évidemment à la planification écologique. Il y aura aussi une initiative pour mieux répartir les migrants sur le territoire. Oui, parce que à l'image de ce qui est fait en Europe, et vous savez l'attachement du président de la République à l'Europe. Il y a des personnalités politiques qui disent les migrants doivent repartir. Eh bien nous, on pense qu'à 27, on doit répartir l'immigration, parce que nous avons un continent européen fort qui peut accueillir et qui doit accueillir. Mais un pays européen ne doit pas prendre la charge de tous les autres. Je pense à l'Italie, je pense à l'Espagne, je pense aussi à la France qui est parfois un pays de passage. À nous de trouver une solution commune, européenne, à 27. On est dans une année électorale, et ça en tombe bien. France, moins dans les villes et un peu plus dans les campagnes, les migrants ? Écoutez, on voit bien ce qui se passe à Paris, on voit bien ce qui se passe à Marseille, on voit bien ce qui se passe à Lyon, et on voit bien la pression parfois migratoire sur ces grandes agglomérations, et on ne trouve pas de solution ni pour les accueillir dignement, ni pour les intégrer correctement. Donc il faut effectivement trouver un moyen de répartir sur l'ensemble du territoire cette immigration qui parfois provoque des angoisses, des inquiétudes auprès des populations. En revanche, il n'y a pas d'annonce de référendum dans cette lettre. Non, il y a une proposition. Oui, une proposition, mais on tourne en rond un petit peu. On tourne pas en rond, c'est une proposition. Le président a dit on va pas détricoter un texte qui est passé il y a à peine 3 mois. Les retraites sur la proposition de l'opposition avec un référendum. Ce sera un référendum pour ou contre le président de la République, vous en conviendrez. On ne va pas non plus faire un référendum sur l'immigration ou pour ou contre le réchauffement climatique. En revanche, si les oppositions se mettent d'accord sur la manière dont on peut transformer la Constitution, notamment ce fameux article 11... Qui permet le référendum ou pas ? Et que ces oppositions au Parlement assument des accords insurmontables, alors proposer effectivement, avec ces changements de Constitution, au président de poser des questions aux Français. Mais ça, c'est un travail de long terme. Mais le président de la République ne va pas faire un référendum sur les retraites ou sur l'immigration, ne va pas faire un référendum sur les obsessions des oppositions. À elles, ces oppositions, de s'entendre sur les questions qui sont indépassables, insurmontables dans leur désaccord au Parlement. Alors cette lettre, ces rencontres de Saint-Denis, ce qui va s'en suivre, ça tue le Conseil national de la refondation qui tient une grand-messe aujourd'hui. Les syndicats n'y vont pas, enfin certains syndicats, la CGT, Force ouvrière, ça devient une étoile morte, ces CNR. Non, je crois que le CNR doit changer sa disposition
sur le territoire. C'est-à-dire qu'on avait un CNR national, lancé en grande pompe après les élections législatives, mais faute de majorité absolue, les oppositions nous ont dit écoutez, nous avons le Parlement pour proposer, nous allons nous opposer fermement à l'Assemblée nationale. Votre CNR, c'est un gadget. C'est pas vrai, parce que le CNR a marché au niveau territorial. Il y a beaucoup d'avancées, notamment sur l'école, notamment sur la santé, et les annonces du président de la République cet après-midi iront, je pense, dans ce sens, où le CNR doit être territorialisé, pour que chacun puisse s'entendre sur le terrain, sur ce qu'il faut faire sans l'État. L'État, c'est le Parlement, l'État, c'est l'exécutif. Encore le faut-il CNR... qu'on décentralise un peu, parce qu'ils peuvent trouver des solutions locales, mais il faut que ça remonte avec une autorisation à l'État. Et vous regarderez dans la lettre, il y a aussi une promesse de décentralisation, aussi de simplification dans les strates territoriales. C'est notamment une demande de Renaissance, parce qu'aujourd'hui, on sait à peu près quelles sont les compétences du conseil départemental, du conseil régional, mais on ne sait pas qui a la responsabilité. Les Français ne savent pas qui décide quoi. Donc ça doit aussi faire partie des chantiers de ces rencontres de Saint-Denis, changer et clarifier surtout les compétences et les responsabilités des élus. Alors l'inflation pèse sur cette rentrée, sur la rentrée des Français, pas seulement dans le supermarché d'Annabelle. Est-ce qu'il ne faut pas quand même faire une ristourne sur les carburants provisoires vu le pic que l'on atteint en ce moment? On sait combien ça coûte, la ristourne carburant. On a tenté deux modèles. La ristourne pour tout le monde. On a bien vu, et c'est un rapport de l'INSEE qui le prouve, que ça a profité aux plus aisés, aux automobilistes les plus riches qui n'en avaient pas forcément besoin. Et puis le chèque ciblé. Et on a fait le chèque ciblé. On nous a dit c'est une usine à gaz et personne n'en profite parce qu'on n'est pas au courant. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pris quand même, il y a beaucoup de milliards gens dépensés. qui Donc ont pris, ça pourrait se refaire ça sur les plus pauvres. pauvres. Ça a coûté 8 milliards. Je préfère que ce soit autour des industriels de jouer le jeu, aussi bien sur l'inflation, et je le vois avec les distributeurs qui commencent eux-mêmes à mettre la pression sur les industriels. Alexandre Bompard, notamment chez Carrefour, a dit qu'il allait mettre des affichettes dès lundi sur les produits justement dont vous parliez, madame, où on a réduit le paquet pour augmenter le prix. Les couches, par exemple. C'est aux grands acteurs de jouer le jeu. L'État a mis beaucoup sur la table. Près de 25 milliards l'année dernière, rien que pour l'essence. À un moment donné, Total doit continuer ses efforts. Ils le font et c'est très bien jusqu'en janvier. Face à l'inflation, face aux crises exogènes, il va falloir s'entendre avec ces acteurs du secteur pour trouver des solutions pour les Français. Mais attention de ne pas surendetter la France et donc surendetter les générations futures en subventionnant ce qui est, je le rappelle, une énergie qui n'est pas propre. Certes, mais la transition écologique coûte très cher, on peut pas en faire porter le prix aux Français, alors qu'en plus, les carburants augmentent. Mais comment financer la transition écologique si on continue à subventionner du carbone? En donnant du temps, peut-être, en la repoussant un petit peu. Les acteurs doivent s'entendre pour nous donner du temps et nous permettre, nous, État, de financer la transition écologique. À propos de s'entendre, la loi immigration continue à tourner. On apprend qu'il y aura une tribune signée par des hiérarques de la Macronie, par exemple Sacha Houlier, un député très important, président de commission, la commission des lois, et des hiérarques de l'opposition. Julien Bayou, l'écologiste, Boris Vallaud, le socialiste. Il n'y aura pas la France insoumise. Ah, ça y est, c'est une contre-majorité, une majorité alternative qui se dessine? Non, comment reprocher à des partis opposés sur un certain nombre de sujets de s'entendre sur une vision commune alors que le président de la République vient d'associer ces mêmes partis à une initiative politique d'ampleur? Régulariser les métiers en tension, régulariser les clandestins qui peuvent y travailler. Il faudra voir les détails. Il faudra associer évidemment le ministère de l'Intérieur. La droite va hurler là. Cette décision. La droite pourra hurler, mais s'il y a une volonté transpartisane de la majorité des partis représentés au Parlement, qu'ils votent. Donc il faudra faire deux textes, comme le réclamait Nicolas Sarkozy. Un texte pour la droite sur... Il faudra faire un texte de bon sens. Il faudra à un moment donné regarder ce qui se passe dans la majorité de ces métiers dont on parle, où les personnes venant de l'étranger sont déjà présentes, et il faudra aussi regarder ce qui se passe avec cette pression migratoire qui existe également et qu'il faudra endiguer. Donc c'est un texte de bon sens qui doit sortir, et avec un esprit transpartisan, parce que c'est important, les Français nous attendent là-dessus. Alors l'immigration, elle en parlera. Marion Maréchal, on l'apprend, prendra la tête de liste Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, aux européennes. Elle est lancée, Bardella est lancée, Marie Toussaint pour les écologistes. Vous allez démarrer trop tard, vous, Renaissance. Alors, je suis pas sûr que les Français qu'on croise dans la rue connaissent la date des élections européennes. Je rappelle que c'est le 9 juin. 2000. Non, mais ils vont écouter les débats et ils voient les leaders qui parlent. Et pour l'instant, je vois ces leaders et ces têtes de liste déclarées. Et d'ailleurs, j'ai quand même été surpris que la tête de liste de Reconquête est annoncée par quelqu'un d'autre qui n'est pas tête de liste. Hier, dans les colonnes du Figaro, Éric Zemmour se permet d'annoncer la tête de liste de Marion Maréchal. Il est chef de parti et elle a expliqué que lui se préparait pour la présidentielle. C'est quand même assez rare de voir le patron de parti annoncer sa tête de liste et pas la tête de liste elle-même. Bref, c'est un détail, mais moi je vois ces obsessions sur ces têtes de liste et ces candidats déclarés.
l'immigration pour les uns et l'euroscepticisme pour les autres quand c'est pas les deux en même temps. Moi, je vais pas rentrer dans la bataille et Renaissance ne va pas rentrer dans la bataille trop tôt pour différencier les 50 nuances de brun entre François-Xavier Bellamy pour la droite classique, j'allais dire, mais qui a soutenu Éric Zemmour et qui l'a parrainé à l'élection présidentielle, et Jordan Bardella, c'est les mêmes. Ils sont dans une course à l'échalote dans le même camp. On sait sur quoi ils vont faire campagne. On sait sur quoi il va faire sur quoi vous allez faire campagne. On va faire campagne sur notre bilan. On a un bilan, à la fois Emmanuel Macron, la transformation concrète de son discours de la Sorbonne, des transformations majeures dans la manière dont l'Europe fonctionne. Je pense au Covid, quand il convainc Angela Merkel de faire un endettement en commun, c'est ce qui nous a permis de survivre, c'est ce qui nous a permis de lutter. La vaccination, c'est un acquis de cette nouvelle Europe. Mais sur le prix du gaz, on va vous dire l'Europe ne protège pas, l'Europe participe à l'inflation. On essaye de convaincre nos partenaires. L'Europe, ça fait 6 ans qu'on essaie de la transformer et on a encore 4 ans avec Emmanuel Macron et plus si on remporte les élections européennes au niveau du Parlement pour essayer de convaincre nos partenaires de changer. Notamment, vous avez raison, sur l'énergie. Réformer le marché de l'énergie, ça se fait pas dans un claquement de doigts. On a essayé plusieurs fois. Le Parlement européen est saisi et les députés Renaissance Renew sont en première ligne sur ce sujet et nous allons, je l'espère, réussir à convaincre nos partenaires qu'il faut des transformations. Et je finirai par là. L'Europe, c'est aussi des perspectives. Quelle Europe après Covid? Quelle Europe sur l'immigration? Quelle Europe face à la Russie? On apprend dans le Parisien ces derniers jours que Stéphane Séjourné va faire le ménage dans le parti Renaissance. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va virer des gens qui travaillent pas assez? Non, on va pas virer des gens. On va essayer, justement dans cette année électorale, d'avoir des gens autour de la table qui sont actifs sur les territoires. Parce que je rappelle que le parti n'a même pas un an dans cette appellation Renaissance. Ce sera le 17 septembre que Stéphane Séjourné fêtera son premier anniversaire à la tête du parti. Et il faudra être présent sur les territoires. Parce que la promesse de Renaissance, c'est le parti le plus décentralisé de la Ve République. Nous avons créé des bureaux départementaux, des assemblées départementales qui marchent bien, qui ont une utilité, qui ont un ancrage et qui nous permettent de se projeter sur les élections intermédiaires. Aux gens autour de nous, à la table à Paris, d'agir avec ces territoires. Parce que nous ne serons présents après 2027 que si nous avons des victoires. C'est les municipales votre but. Les municipales, que vous avez raté, les régionales. Qu'En Marche avait raté. Oui, parce que la transformation de l'essai présidentiel ne s'était pas fait sur le terrain au niveau du parti, au niveau du mouvement. C'est le sens du choix d'Emmanuel Macron et de Stéphane Séjourné de créer Renaissance, un parti ancré dans les territoires et qui vise bien évidemment des victoires électorales au municipal et au régional. Eh bien Loïc Signor, merci d'être venu et bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci Christophe Barbier. Et on retiendra, attention à ne pas surendetter la France. Les entreprises privées doivent prendre leur part de compte. Demain, Christophe, vous recevez Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique. On va parler du prix du gaz. Et continuer la discussion. À demain Christophe. Radio J. Retrouve